Bon, alors pour résumer, on a deux types d'huile de coco. L'huile de coco vierge, c'est de la chair de coco pressée à froid, sans conservateur ni additif. Et puis l'huile de copra, où là on va retrouver chair et peau de coco séchée, pressée à chaud, blanchie, raffinée, désodorisée, parfois hydrogénée. Et malheureusement, c'est cette huile de copa qu'on va retrouver majoritairement dans nos produits transformés, Rodolphe. Eh bien oui, en effet, parce que c'est elle qui a les meilleures vertus pour les industriels. Parce que vous savez que pour faire tous ces produits qu'on retrouve ici sur la table, et que parfois, pour que ce soit l'alimentation ou la cosmétique, on a besoin de vertus. Et donc cette huile de copra, elle a des vertus. Ils sont assez proches d'ailleurs de l'huile de palme. Alors on va voir la première, d'abord, c'est que elle peut être à la fois solide, semi-solide, ou liquide. Donc elle va faire du crémeux, de l'onctueux ou bien du fondant. C'est génial pour les industriels. Extraordinaire, bien évidemment. Donc ça, c'est sa première grande vertu. La deuxième vertu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a ni odeur, ni saveur, ni couleur. Elle est blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir rajouter du gras dans les produits sans que ça altère les autres produits. Quasiment transparent. Donc, ça a une odeur au départ, la coco. Oui, alors une fois qu'elle a été raffinée, elle perd cette odeur-là. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que raffinée et hydrogénée. Alors hydrogénée, ça va lui donner une autre vertu. C'est-à-dire qu'elle résiste à la chaleur et particulièrement aux très hautes chaleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, quand vous mettez de l'huile dans une poêle, à un moment, quand ça chauffe, il y a de la fumée qui arrive. Ben, on essaye de décaler ce temps le plus loin possible. Eh bien, l'huile de coco, du moins la copra plus précisément, elle résiste à 272 degrés, quand l'huile d'olive, par exemple, c'est 160 degrés. Mais ça se fait, je dirais, au détriment de notre santé, puisque les huiles hydrogénées vont produire des acides gras trans qui sont vraiment très néfastes, vraiment pour notre système cardiovasculaire, et qui sont pro-inflammatoires. Donc on n'a pas envie de manger dans ces aliments du quotidien des aliments inflammatoires. Et dans les produits cosmétiques, Anne-Marie, là aussi c'est de l'huile de copra ou c'est de l'huile de coco du coup? Eh bien, le cher industriel utilise toujours les bonnes vieilles recettes qui sont l'huile la moins chère et effectivement qui est la plus passe-partout. Donc une huile qui va être raffinée, donc totalement désodorisée, et une huile souvent hydrogénée parce qu'effectivement ça va lui donner aussi une consistance plus épaisse qui est très intéressante et recherchée et qui est tout à fait semblable à celle qu'on peut aussi avoir avec l'huile de coco. C'est sa richesse en acides gras saturés qui fait que l'huile de coco est intéressante. Après, il faut dire aussi que ces acides gras, il y a aussi un autre acide gras qui est qui a des vertus pour la peau intéressantes, qui c'est l'acide laurique. Il faut savoir, juste pour info, que c'est l'acide gras le plus présent dans le lait maternel, par exemple, et donc qui est quand même qui a des propriétés notamment antibactériennes, antifongiques. Vous savez, quand vous avez par exemple des problèmes de candidose, lorsque vous avez par exemple des perlèches, etc., ou des inflammations au niveau des plis, ce genre de choses, eh bien l'huile de coco est vraiment très, très recommandée. En revanche, faites attention à l'huile de coco que vous allez utiliser. Utilisez de la vraie huile de coco. Oui, parce que si elle est raffinée, là-dessus, ça n'aura aucun intérêt. Mais bien sûr, il faut que quand vous choisissez votre huile de coco... Il faut que ça sente, c'est peut-être pas suffisant, parce qu'ils peuvent te rajouter de l'arôme aussi. Ils peuvent tout à fait rajouter de l'arôme. Mais là, c'est à regarder dans la liste des ingrédients si on a bien Cocos nucifera oil. Et donc là, on sait qu'on a de l'huile de coco. Et ça, on va la retrouver effectivement sur la liste des ingrédients. Alors parfois, on va la retrouver aussi... un peu en dernière ligne. C'est le fameux actif marketing qu'on va nous vanter vraiment à un grand renfort de publicité, etc. Mais qui en réalité dans les ingrédients n'est que partie négligeable. Et là, c'est Coco nucifera fruit extract. C'est ça. Alors, voilà. Et qui figure en dernier lieu parce que vous savez qu'en matière d'étiquetage des denrées alimentaires ou des produits cosmétiques, le fabricant a des obligations très formelles d'information en matière d'ingrédients, et notamment d'indiquer la liste des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale. Donc effectivement, on voit que plus l'ingrédient arrive en fin de mention, moins il y en a. Donc c'est intéressant. Même si devant le packaging, en général, on voit une noix de coco en énorme, on se dit il va y avoir énormément de noix de coco à l'intérieur. Attention aussi à ce qui est dit exactement, parce qu'entre coco, huile de coco, il y a plusieurs appellations, et là... C'est là, justement, où souvent, lorsqu'il y a marqué huile vierge de coco, là, c'est écrit en gros, parce que comme c'est un produit qui coûte cher à l'industriel et qui a ses vendeurs, on va le mettre en avant. Quand c'est Copra, ça sera souvent écrit en petit. Donc ça veut dire que s'il n'y a rien d'écrit... Si c'est écrit plutôt en petit, plutôt derrière, c'est souvent du copra. En général, la plupart du temps, du copra. C'est du copra. D'accord. Voilà. Adama nous dit j'ai remplacé le beurre par de l'huile de coco pour cuisiner. On m'a dit que c'était moins gras. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée, Adama, parce que franchement, par rapport à du beurre, il y a des bienfaits aussi qui sont intéressants. Il faut varier un peu ses apports en gras. Par rapport au beurre, vous allez avoir un supplément assez intéressant en vitamine E, en vitamine A, en vitamine B12, en magnésium, etc. Donc
Donc ça, c'est plutôt très Oui, mais intéressant. alors attention, on en reste aux acides gras saturés. Il y en a Mais- beaucoup plus, par exemple, Tout dans à l'huile de fait. coco que dans le beurre. Exactement. Si tu veux, ça sera quand même mieux d'utiliser une huile d'olive parce que plus riche en acides gras mono et polyinsaturés. Mais néanmoins, il est quand même intéressant d'introduire l'huile de coco dans sa, on va dire, dans Sa ses rations routine jardinières. alimentaire. Exactement. Voilà. Ouais, qu'on comprenne bien, les acides gras saturés, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? C'est plutôt mauvais puisque c'est plutôt, on va dire, dans le sens. Donc là, c'est une catastrophe. On voit que l'huile de coco est à 87% est Oui, composée d'acides mais gras ce saturés. n'est pas l'acide, ce n'est pas aussi mauvais, par exemple, que les acides gras saturés qu'on trouve, par exemple, dans tout ce qui est d'origine animale. Et alors, D'accord. beaucoup d'articles de presse vont dire que cette huile de coco, elle a un bon impact sur le cholestérol ou la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est prouvé. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une action qui a été prouvée dans le sens où ça va augmenter ce qu'on appelle le HDL. HDL, c'est le bon cholestérol. Donc ça, c'est plutôt très positif. Mais encore une fois, restons raisonnables, varions les apports, comme dans tout, que ce soit pour votre santé ou pour l'environnement de manière générale. Ouais. La variété, c'est la clé. Sarah nous dit mettre de l'huile de coco dans des biscuits, c'est exactement la même chose que de mettre de l'huile de palme, mais sans le parfum de scandale. À la fin, c'est toujours l'environnement qui trinque. Vous êtes d'accord avec ça, Rodolphe? Et oui, c'est même pire, si vous voulez. On a un pire. peu diabolisé l'huile de palme et on a un peu, j'allais dire, surévénementialisé et rendu l'huile de coco un peu magique. Et c'est vrai que beaucoup les industriels qui ont eu la pression d'huile de palme ont dit « oulala, vite, on va en enlever, on va prendre de l'huile de coco ». Alors, je vais vous donner quelques éléments qui expriment ça. Il faut savoir que lorsque vous cultivez, par exemple, pour avoir 1 million de tonnes d'huile de coco, vous allez avoir un impact sur la biodiversité, à peu près vers 20 mammifères qui vont être touchés. 20 espèces menacées. 20 espèces qui vont être menacées. Alors que si vous prenez la même chose en huile de palme, c'est un peu moins de 4 espèces qui vont être menacées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que c'est pas parce qu'on utilise l'huile de coco qu'on n'a pas les mêmes désastres environnementaux. Pourquoi? Parce que cette huile et ces cocotiers, ils poussent dans les mêmes régions que l'huile de Et palme. le rendement est bien inférieur pour l'huile de coco comparé à l'huile de palme. Vous vous rendez pas compte. Je vais vous donner un exemple. Il faut 55 millions d'hectares de cocotiers pour faire 9 millions d'huile de coco, qu'elle soit copra ou bien de l'huile vierge. Et il faut à peine 19 millions d'hectares d'huile de palme pour faire 70 millions de tonnes d'huile de palme. Donc vous vous rendez compte, ça n'a pas de commune mesure. Sauf qu'après, on n'est pas sur les mêmes niveaux de production aujourd'hui. Alors, bien sûr. Alors, bien sûr, c'est x10. Entre x10 et x15. On fait 15 fois plus d'huile de palme. Mais heureusement, parce que l'huile de palme est finalement moins dévastatrice pour l'environnement que l'environnement que l'huile de coco. Et souvent, on oublie ça. Y compris les industriels, parce qu'ils pensent le faire pour des raisons éthiques. Oui, mais comme on a une telle pression sur l'huile de palme que très vite, on la remplace par l'huile de coco ou bien par l'huile de tournesol. D'autant que sur les conditions de travail, là aussi, l'huile de coco n'est pas vraiment meilleure que c'est l'huile pas de palme. terrible du tout. Il faut savoir d'abord que c'est des conditions qui sont d'abord risquées, parce qu'il faut monter à 25 mètres de hauteur pour enlever les fameuses noix de coco. Un exploitant va gagner à peu près $1 par jour en moyenne quand on exploite la noix de coco. Et il faut savoir qu'en plus que ces personnes souvent vendent leurs terres pour pouvoir après exploiter et venir monter à 25 mètres. Donc non, l'huile de coco, c'est pas magique. Et les producteurs, alors certains ont trouvé une solution qui est peut-être moins dangereuse pour les travailleurs, plus intéressante financièrement, c'est d'exploiter les animaux. Mais alors au départ, c'est une pratique qui est ancienne et qui peut être traditionnelle, sauf qu'aujourd'hui, avec la pression sur l'huile de coco, il y a même des, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment des écoles, on fait appel à des singes, à des macaques. En fait, là où un homme va pouvoir ramasser 80 noix par jour, le singe, il peut en ramasser plus de 10 fois plus. Il est très habile pour monter. Le problème, c'est que ces singes, ils sont pris petits, ils sont enchaînés. On dit même que quand ils essaient de se rebeller, on peut leur arracher les canines. Ils sont maltraités, en fait. Ils sont maltraités à tel point qu'aujourd'hui, il y a un label, hein. Oui, il y a un label qui garantit qu'on ne fait pas appel à ce type de récolte. On ne maltraite pas les animaux, qui s'appelle One Voice. Donc, vous pouvez trouver de plus en plus de marques qui vont avoir ce label. Et ça veut dire que cette coco-là, elle n'a pas été ramassée dans ces conditions aussi cruelles pour ces petits singes, quoi. Il faut y veiller quand on achète cette huile de noix de coco. Question de Marie-Cécile. On revient à la cosmétique. Qu'elle te dit, j'utilise de l'huile de coco vierge pour me démaquiller et pour hydrater ma peau. Et c'est très efficace.
C'est vrai que c'est présenté comme le nouvel élixir de beauté. Est-ce que c'est une bonne chose de se démaquiller avec? Mais oui, Marie-Cécile a raison de l'évoquer. Et toi-même, tout à l'heure, tu disais que tu l'utilisais. C'est vraiment excellent pour la peau, pour les cheveux, la peau. Il y a nourrissant. des vertus incroyables. Et c'est ce qui fait, par exemple, nous, on utilise d'huile de coco à haute dose dans le déodorant. Et c'est un déodorant 100% naturel. Et ce qui fait son efficacité, c'est ce fameux acide laurique. Donc, finalement, c'est antibactérien. Donc, il y a des propriétés qui sont très intéressantes et qu'on peut utiliser à diverses. Il y a même, petite astuce, pour les poux. Alors, vous pouvez très bien mettre sur les cheveux de votre enfant, c'est très très sûr. Pour étouffer le pouls. Exactement, étouffer le pouls. Ensuite, tu mets un linge par-dessus. Exactement, si vous rajoutez un petit peu d'huile essentielle, de lavande, c'est parfait, une petite goutte, et même de l'huile végétale de Nîmes, c'est fabuleux. Et là, c'est encore une fois des solutions très pratiques. Mais toi qui utilises donc pas mal d'huile de coco dans tes produits, est-ce que tu arrives à garder la maîtrise de la traçabilité des produits que tu utilises? Absolument. Déjà, nous n'utilisons pas de copra. Moi, mon huile de coco, quand on la met dans chacun de nos produits, elle est magnifique, elle sent bon. On a envie évidemment de la manger tellement qu'elle est belle. Et on travaille évidemment. Et ça te coûte beaucoup plus cher, j'imagine. Mais ça coûte beaucoup plus cher. C'est quoi la différence? C'est du simple double. Du simple double. Mais moi, en tant que, on va dire, chef d'entreprise et qui veut à tout prix à la fois garantir à mes acheteurs qu'ils ont la meilleure qualité pour leur peau, mais aussi m'assurer que ce que je fais a un impact sur le monde positif, je ne peux pas prendre autre chose que de la vraie huile de coco non raffinée. Donc tu nous dis que c'est extrêmement nourrissant pour la peau. Il paraît que c'est bon pour blanchir les dents aussi. Alors, très intéressant. Il y a des intéressant. lotions, on a vu un dentifrice. En fait, une étude irlandaise a montré que l'huile de coco était puissante pour contrecarrer un staphylocoque qui s'attaque en particulier aux dents. Et donc, c'est très utilisé. D'ailleurs, c'est même utilisé en médecine ayurvédique. C'est ce qu'on appelle le tooth pulling. Voilà. Mais il faut le garder très longtemps dans la bouche. Exactement. C'est pas genre une heure. Vous le gardez, effectivement. Et c'est une pratique de purification qui est vraiment ancestrale. Donc, vous pouvez, si vous n'avez rien, et je dirais, je la recommanderais beaucoup plus que la plupart des bains de bouche qu'on trouve, on va dire, dans le commerce. C'est très très simple, et vous allez prendre deux cuillerées d'huile de coco dans la bouche. Le fait qu'elle soit dans votre bouche, elle va fondre, et voilà, voilà, pas besoin d'utiliser une heure, on n'a pas le temps. Peut-être un peu emballé. Non, voilà, je crois que c'est un quart d'heure. Des emplois du temps, on est pressé, et donc ne serait-ce que 5 minutes, ça sera excellent. Et il y a vraiment des vertus purificatrices vraiment au niveau de vos dents, au niveau de la langue et de la bouche. Et on peut en faire un dentifrice rapidement, là, tu nous montres? Oui, alors c'est très simple. Utilisez de l'huile de coco. Alors là, à la température à laquelle nous sommes, elle est solide. Donc quand elle est à l'état solide, juste petite astuce pour la réchauffer, vous la mettez dans une casserole d'eau chaude. Ça va donc fondre par le principe du bain-marie. Vous allez rajouter dedans 2 petites cuillères là, de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, vous en trouvez partout. C'est très simple. Et voilà, vous avez le tour est joué. Et vous avez un petit dentifrice. Si vous aimez un goût citron, une goutte d'huile essentielle de citron. C'est quoi la proportion entre l'huile de coco et le bicarbonate? Alors là, vous allez utiliser 3 cuillerées d'huile de coco, avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate. D'accord. Et 1 heure de silence. À soupe ou café? Donc, à soupe, le coco, et 2 de café. 2 cafés, vous avez dit l'inverse. C'est l'inverse. D'accord. Et donc, si on résume bien, l'huile de coco bien vérifiée, huile de coco vierge, et puis à utiliser première pression à froid, bio, et avec un label tel que One Voice. À utiliser quand même avec parcimonie et diversifier les huiles. Diversifions, s'il vous plaît. Surtout, on le rappelle, un matin et soir, 1 heure de bain de bouche. Voilà, le minimum pour avoir une dentition saine. Merci beaucoup à vous. Et merci à Marine Le Noël qui nous a aidé à préparer ce dossier. On va retourner dans les canapés et répondre à vos cas pratiques.